Et on accueille sur le plateau de TV Finance David Calfon. Bonjour David. Bonjour. Le patron d'Amaika Asset Management, qu'on va bientôt bien sûr interroger là, sur les derniers rebondissements. Ce marché qu'on sentait un peu fébrile ces dernières semaines, sur des points d'équilibre, les 5000 points sur le CAC, 12 000 points sur le DAX, toujours très élevés, à des niveaux très élevés du côté des États-Unis. Et puis, ça commence peut-être à se fissurer, en tout cas, ce bel enthousiasme pro-Trump depuis son élection. Là, on voit premier revers pour le président et qui n'a pas réussi à faire passer le Trumpcare, la réforme de l'Obamacare. Alors, c'est vrai que les marchés ont été en ligne droite depuis le mois de novembre et l'élection de Donald Trump. Et donc, la grande question, c'était de dire, bon, on part en ligne droite, mais qu'est-ce qu'on anticipe exactement? Et on avait l'impression qu'on était en train d'anticiper un petit peu le meilleur des mondes, c'est-à-dire vraiment une économie qui allait être relancée très vite avec des impacts quasi immédiats dans les chiffres, du coup, la Fed qui remonte les taux, etc. Donc, un scénario assez rose. Et finalement, ce n'est pas très étonnant de voir qu'à un moment donné, les investisseurs s'arrêtent et commencent à se poser des questions en disant bon, faisons un petit contrôle avec ce qui se passe en réalité par rapport à ce qu'on a espéré, d'autant plus que ça arrive à un moment donné où, d'un point de vue technique, on est en train de challenger des lignes de résistance qui sont assez longues. Sur les actions européennes, on est en train de challenger les résistances qui sont en place depuis 2000. C'est un point qu'on avait touché en 2000. La dernière fois qu'on l'avait touché, c'était en 2015, avant le repli qu'on avait eu à partir du mois d'avril et de l'été 2015. Donc là, à nouveau, on se retrouve sur ces résistances et, comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir un petit peu des déconvenues. Ouais. Pour Donald Trump, c'est la deuxième déconvenue. On a déjà l'interdiction donc sur l'immigration qui a été retoquée par la justice. Là, on en est à la deuxième mesure donc sur la santé qui est également retoquée. Bon, on se demande d'ailleurs si ce président, finalement, après avoir beaucoup promis, il ne va pas beaucoup décevoir, parce que voilà, deux quand même épisodes clés, et puis on voit que son mur entre les États-Unis et le Mexique, enfin pour l'instant c'est compliqué, les grands cimentiers se retirent les uns après les autres. Évidemment, le projet n'est pas très sexy au vu du public. Est-ce qu'il ne va pas être comme ça, finalement, le président d'une certaine impuissance comme Obama en son temps? Alors, c'est un risque, c'est lié un petit peu à la structure de la vie politique aux États-Unis, avec un président, certes, mais surtout un contre-pouvoir au Congrès. La véritable question que l'on a, c'est s'il n'arrive pas à passer sa réforme de la santé, c'est comment est-ce qu'il finance sa réforme fiscale. Et c'est vrai que ce qui a été pricé, on a eu tout de suite entre 15%, 20% de taux d'imposition par rapport au taux actuel, donc une baisse très significative. Bon, là maintenant, on est en train de se dire, bon, c'est peut-être pas 15 parce qu'on n'arrivera pas à le financer. 20, ça serait déjà ambitieux. Est-ce que finalement, on ne va pas s'arrêter entre 25 et 30, donc ce qui serait juste une amélioration marginale du taux d'imposition? C'est là la véritable question. Depuis le début, Donald Trump a été très très flou sur la manière dont il allait financer toutes ces mesures. Donc si chaque fois qu'il arrive à trouver une poche de financement, celle-là est retoquée par le Congrès, bien entendu, automatiquement, on se pose des questions sur ce qui va se passer après. Ça pose des questions sur le déficit budgétaire américain. Du coup, ça pose des questions sur un trade qui était extrêmement consensuel en début d'année, c'est le trade du dollar et du dollar fort. Si on a un énorme déficit qui se creuse de plus en plus, on sait bien ce que ça veut dire pour la monnaie, ça va être un peu plus compliqué. Et d'ailleurs, effet immédiat sur l'euro-dollar, on a vu que le dollar s'était affaibli. L'euro-dollar qui a grimpé de une soixantaine de points. Bon, ça parle peut-être pas, mais c'est vrai que c'est beaucoup. On est au-dessus des 1,08 alors qu'on parlait de parité il y a encore quelques mois. Ce dollar fort, cette économie toute puissante qui du coup allait s'apprécier contre toutes les autres devises. On dirait qu'il y a un coup d'arrêt là depuis quelques semaines. C'est un petit peu le problème des trades qui sont un peu trop consensuels. Ouais. Lorsque tout le monde commence à dire oui, c'est évident. Bon, déjà, il faut se poser des questions. Et effectivement, nous, ce qu'on a eu tendance à faire dans notre gestion, c'était de réduire les positions dollars il y a quelques semaines, justement en anticipation de mouvements qui pouvaient être un petit peu plus secoués. Oui, il y a un autre effet aussi, peut-être sur le dollar, c'est l'effet Fed, avec Janet Yellen qui, a 15 jours, a décidé un premier relèvement des taux, le troisième depuis 3 ans, avec un ton assez colombe. Elle rassure quand même, elle sera behind the curve, comme elle dit, c'est-à-dire derrière la courbe de la croissance.
croissance, elle veut l'accompagner et pas la casser. On reconnaît sa prudence légendaire à Madame Yellen. Qu'est-ce que ça change là, ce relèvement des taux un peu plus rapide que prévu? Alors, nous, on voit ça plutôt comme une excellente nouvelle, parce qu'il faut bien voir que toutes ces mesures de politique monétaire non conventionnelle qui ont été mises en place dès 2008, ça a entraîné extrêmement de critiques, de doutes, de scepticisme. On a dit oui, la Fed sont des apprentis sorciers, et puis en plus, toutes les banques centrales leur emboîtent le pas, donc ça devient extrêmement dangereux, etc. Là, on se demande en ce moment si tout simplement la Fed n'a pas gagné son pari. Parce que, il y a eu des mesures extrêmement agressives. On avait dit dans un premier temps, ils ne seront jamais capables d'arrêter le quantitative easing. C'est faux, ils l'ont arrêté. Dans un deuxième temps, ils ont dit, OK, ils ont arrêté leur politique d'assouplissement quantitatif, mais ils ne seront jamais capables de remonter les taux d'intérêt. Là, ils sont en train de montrer que finalement, ils peuvent le faire. Et ils peuvent le faire à un moment donné où on a une économie américaine qui est solide, qui est forte, et au moment même où on recommence à parler, alors grâce à Donald Trump, mais on recommence à parler pour la première fois de relance budgétaire. Et il faut bien voir que cette partie relance budgétaire, c'était bien ce qui manquait depuis 2008 à l'économie, et même, je dirais plus loin, aux économies. Donc la Fed qui remonte ses taux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va revenir, on peut espérer revenir dans un cycle beaucoup plus classique où on va avoir une alternance politique monétaire, politique budgétaire et finalement un retour à la normale, ce qui, après de très nombreuses années, serait plutôt bienvenu. Bon, voilà pour les États-Unis, en tout cas pari gagné pour la Fed. Qu'en est-il de la Banque Centrale Européenne? Est-ce qu'elle va suivre le même chemin? C'est-à-dire là, on est toujours dans cette politique d'injection de liquidités, ça va se ralentir un peu à partir du mois d'avril, mais aucune indication de la part du banquier central, Mario Draghi, d'arrêter pour l'instant cette politique ultra accommodante. Alors, il n'a aucun intérêt à en donner des indications d'arrêt de cette politique ultra accommodante. Je pense que justement, si on veut bénéficier à plein des effets de cette politique monétaire, il faut laisser envisager que ça va durer le plus longtemps possible. La clé, ça va être l'inflation. Et l'inflation en zone euro, donc pour le moment... Il dit qu'il n'y en a pas, le banquier central. Pour l'instant, il dit, à part les effets de base, le pétrole donc, qui tire les prix, puisque si on compare par rapport à il y a un an, on était dans le creux de la vague, pour l'instant, de l'inflation, on n'a pas vraiment en Europe, dit-il. Alors, en tendance cœur, effectivement, même si on commence malgré tout à avoir une remontée, alors ce ne sont pas les 2% que souhaite et qu'appelle de ses voeux la BCE, mais on n'est plus du tout en train de parler de déflation. Donc cette première partie du combat, il a été gagné. Maintenant, c'est le retour à la normale sur l'inflation. Alors, c'est vrai que le retour à l'inflation, il passe bien évidemment par des pressions salariales. Pression salariale, lorsque vous avez aux États-Unis moins de 5% de chômage, on veut bien le comprendre et l'entendre, en Europe, malheureusement, on n'en est pas là. Pour autant, il y a quand même une tendance à la décrue du chômage en zone euro qui est maintenant incontestable. Si on regarde n'importe quel graphe de l'évolution du taux de chômage, on est sur des niveaux qui restent élevés, mais la tendance à la baisse est bien enclenchée. Donc c'est plutôt une question de quand, plutôt une question de est-ce que, sur la remontée des taux. Bon, voilà, on surveillera donc cette inflation. Pour l'instant, c'est vrai qu'on ne le sent pas, la grosse pression sur les salaires. Tout le monde en conviendra, en Europe en tout cas, et peut-être en France en particulier. David Calfon, qu'est-ce que ça signifie pour organiser son portefeuille? Est-ce que ça change quelque chose? On arrive au terme du premier trimestre, ça s'est plutôt pas mal passé. On tourne autour des 5000 points, une petite accélération quand même. Bon début d'année, qu'est-ce qu'on fait là pour les trimestres à venir? Il y a déjà une première mesure de bon sens qui est d'afficher quand même une certaine prudence par rapport à cette évolution des marchés qui a été justement en ligne droite depuis le mois de novembre dernier. Ça veut dire qu'on allège là en ce moment, si on a été investi depuis les 4006 par exemple? Exactement. Nous c'est des allègements qu'on a réalisés dans notre gestion au fur et à mesure de la progression des marchés, ce qui veut dire que sur nos portefeuilles dynamiques sur lesquels on peut être pleinement investi en actions, les taux d'exposition sont autour de 70%. Et dans notre fonds Amaïca 60, dont l'exposition peut aller jusqu'à 60% d'actions, on est plutôt autour de 40% à l'heure actuelle. Donc ça, c'est la première mesure. Deuxième mesure, c'est une mesure de diversification.
Donc plus que jamais, c'est un thème qui est très cher chez Amaïca, la diversification des investissements, mais on est dans un environnement où le retour sur les émergents se confirme, donc c'est quelque chose qu'on avait déjà amorcé dans nos portefeuilles il y a quelque temps, mais on a eu tendance plutôt même à renforcer ces expositions, en tous les cas à les maintenir, car on est encore sur des décotes qui sont significatives. Et puis avec un dollar qui n'est plus aussi fort qu'avant, donc ça ne peut que bénéficier à cette zone et à ces investissements. Et puis après, il y a bien sûr la gestion principale, qui va être la gestion du risque politique en Europe. Alors avec l'humilité que nous ont donné déjà et que nous ont appris le vote du Brexit et l'élection de Donald Trump, mais c'est un risque qu'on ne peut pas ignorer, et c'est un risque qui est à la fois binaire, mais qui est extrêmement symétrique. C'est-à-dire que une bonne nouvelle sur les élections françaises entraînera un rebond significatif du marché. De même qu'une mauvaise nouvelle, bien entendu, serait extrêmement perturbante pour les marchés. Encore une fois, la question, ce n'est pas de dire de gauche ou de droite. La question, c'est à partir du moment où vous avez comme argument électoral la sortie de la zone euro, c'est véritablement un problème. C'est un problème parce que l'euro, c'est la stabilité économique, c'est la stabilité auquel tous les investisseurs ont été habitués. Actuellement, vous avez beaucoup d'investisseurs étrangers qui jugent que ça ne vaut pas la peine de prendre ce risque. Donc ils vont temporairement peut-être sortir complètement de ces investissements zone euro ou les réduire fortement avant d'avoir le verdict des urnes. Oui, ou bien même encore pire, c'est à l'intérieur de la zone euro. Pourquoi aller s'embêter avec des actions françaises quand vous pouvez aller acheter des homologues allemands qui n'ont pas ce sujet de sortie de la zone euro ou pas. Voilà, donc, à contrario, ça veut dire, David, que fin mai ou peut-être après les élections législatives, on pourrait avoir cette chape de plomb sur le marché français qui disparaît et voir des valorisations peut-être pas s'envoler, mais reprendre de la vigueur. Oui, d'autant plus qu'on est à un moment donné où, d'un point de vue économique, ça va beaucoup mieux en zone euro. Et en France également. Lorsqu'on voit tous les indices d'activité qui sont sortis la semaine dernière et qui sortent en ce moment, c'est systématiquement, ce sont des nouvelles plutôt positives et des bonnes surprises. Donc je dirais que sans le risque politique, il n'y a pas trop de doute que les marchés seraient sur un niveau bien élevé que là où ils sont actuellement. D'autant plus que même quand on regarde au niveau micro, pour la première fois depuis de nombreuses années, on a une dynamique bénéficiaire qui est en train de se reprendre et qui est plutôt très positive. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire. Merci de cette analyse, David Calfon, le patron d'Amaïca, un risque politique toujours qui est un boulet quand même au pied des investisseurs sur ce marché européen et français en particulier. David Calfon, vous restez avec nous. Dans un instant, la suite, on s'intéresse à un des fonds de la gamme Amaïca. À tout de suite.